Voilà, mes amis, aujourd'hui est un grand jour, un jour très particulier. Nous sommes à quelques jours de la grande rafle du Veldiv, où des milliers de juifs, d'hommes, de femmes et d'enfants ont été déportés à Auschwitz. Et j'ai le grand honneur, le grand privilège d'avoir à mes côtés une de mes élèves depuis de nombreuses années déjà, qui vit, comme elle le racontera, en Israël depuis 25 ans, et qui a fait partie en tant que très jeune enfant de ceux qui ont été arrêtés à Paris par la police française et amenés au Veldiv pour être déportés à Auschwitz. Et elle va vous raconter dans quelques instants son histoire, comment elle a pu échapper à cette déportation. Elle n'est pas rentrée dans le train. Elle a pu, d'une manière complètement miraculeuse, s'échapper, et elle est ici aujourd'hui. On va parler aujourd'hui un petit peu de son passé, la Shoah, après la Shoah, mais on va aussi surtout parler de son arrivée en Israël il y a 25 ans, dans les années 90, et de ce que son aliyah, de ce que son arrivée en Israël lui a donné comme force, et d'une certaine manière, comme pour chacun d'entre nous qui sommes arrivés en Israël, nous le sentons tous, c'est comme une renaissance. C'est comme si nous étions un brouillon en dehors de notre terre et que nous devenions véritablement impropres au niveau de notre identité ici en Israël. Et donc, Madame Meira Barer a aussi écrit un livre exceptionnel qui s'appelle « Comme un tisson sauvé du feu ». Un tison, sauvé du feu. Non, mais on verra. Comme un tison sauvé du feu, où elle raconte justement toute sa vie, le Veldiv, la Shoah, son arrivée en Israël. Un livre rempli de force et de courage. Et je demande juste, avant la première question que je vais demander à Madame Meira, où on peut trouver ce livre aujourd'hui, en France et en Israël? C'est très simple. En France, on le trouve tout à fait simplement dans les librairies, à la FNAC. On peut le commander aussi sur Amazon. Et puis en Israël, je crois que Amazon maintenant livre aussi en Israël. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, dans les librairies francophones de Jérusalem chez Vice Versa, à la librairie francophone de Tel Aviv, la librairie du Foyer. Et puis, sinon, au cours de conférences ou de rencontres auxquelles je participe, j'amène toujours pas mal de livres avec moi. Et puis sinon, on peut me téléphoner et puis venir le chercher chez moi, puisque j'en ai quand même une certaine quantité à la maison. Voilà. Alors, en tous les cas, encore une fois, je vous recommande de vous procurer ce livre absolument exceptionnel. La différence entre ce livre et beaucoup d'autres écrits sur la Shoah, je vais exagérer un petit peu dans mes propos, mais généralement, quand on parle de la Shoah, du vécu de toutes ces personnes qui sont arrivées à en sortir, le livre est imprégné malgré tout d'une grande tristesse. On ressent un certain désespoir de ce que les Juifs ont traversé. Mais ce livre, c'est tout le contraire. C'est un livre d'espoir, un livre de courage, un livre qui montre véritablement que si on le veut, même si on a été au plus fond de l'obscurité, au plus profond de l'enfer, je parle de l'enfer dans notre monde, car le seul véritable enfer, il est dans notre monde et nulle part ailleurs. Et on peut remonter très 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 haut si on est une personne qui a la volonté de remonter. Et c'est l'exemple que nous avons devant nous, Madame Meira Barer, qui, malgré tout ce qu'elle a traversé, est devenue une femme qui est vraiment un modèle de force, d'optimisme, de courage et de joie. La première question que je vais vous demander, c'est racontez-nous le miracle du Veldiv. Vous étiez une jeune enfant, vous allez nous dire quel âge vous aviez, comment vous avez fait pour vous en sortir? Ça c'est la question primordiale, on va dire, puisque à l'époque j'avais 9 mois. Donc à 9 mois, qu'est-ce que c'est sûr, vous n'êtes pas partie de vous-même. Exactement. Non seulement je ne suis pas partie de moi-même, mais je n'aurais pu, à part ce qui s'est passé, j'étais absolument pas en mesure d'agir sur ce qui s'est passé au Veldiv. J'avais donc 9 mois. Il y a aussi une chose dont je m'excuse de dire quelque chose d'horrible, je vous coupe la parole. Un enfant de 9 mois, si vous étiez arrivé à Auschwitz,
vous n'auriez pas eu la chance d'être dans une chambre à gaz. Non, On vous aurait arraché des mains de votre mère, si vous étiez arrivé, on vous aurait jeté directement dans le four crématoire. Tout à fait. Des centaines de milliers d'enfants étaient arrachés des mains de leur mère et étaient jetés directement dans le four crématoire, brûlés vifs. Et non seulement ça, mais beaucoup d'enfants, très jeunes enfants et de bébés mouraient dans les trains. Aussi. Puisque ce qui se passait dans les trains, c'était des trains à bestiaux où il y avait. Je ne vais pas parler du sujet des trains maintenant, mais aussi. Alors donc, on revient sur l'histoire. Vous avez 9 mois. Comment vous arrivez à vous en sortir? Voilà, comment j'arrive à m'en sortir. Il se trouve que donc j'avais 9 mois, que j'étais à la maison avec ma mère, ma sœur aînée et mon frère, eux, étaient déjà à la campagne, cachés chez des paysans. Donc ça se passe... votre sœur aînée et votre frère voilà, étaient déjà cachés. Étaient déjà cachés. Ma sœur aînée a 9 ans de plus que moi, et mon frère a 3 ans et demi de plus. Donc à ce moment-là, donc j'étais très jeune, puisque... Voilà. Donc lui avait plus ou moins 4 ans lorsqu'il était caché. Tout à fait. Et ma sœur, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. Donc leur vécu est totalement différent du mien. Alors ce qui s'est passé, c'est que mon père avait entendu la veille, on habitait à Paris, Faubourg Saint-Martin, près de la gare de l'Est, pour ceux qui connaissent déjà le quartier. Et il y avait évidemment beaucoup de rumeurs qui circulaient à ce moment-là, et que certes, les Juifs en abformaient d'autres, qui avaient des rumeurs de rafle. Donc la rafle, elle était certainement prévue. Et donc. Et entre parenthèses, on est dans la période des 3 semaines, oui. Et la rafle a eu lieu pendant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Absolument. C'est incroyable. Ah bah oui, c'est les miracles dont on aura l'occasion de parler, certainement. Donc mon père, qui avait entendu les rumeurs, comme beaucoup d'autres hommes, a décidé d'aller se cacher, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient venir rafler les mères avec leurs enfants, etc. Donc il est parti. Là, évidemment, la police française est venue nous arrêter, ma mère et moi, et nous a emmenés, je ne sais pas si on a été emmenés directement au Veldiv via le commissariat ou via le Veldiv directement. Voilà. Mais ce que je vais vous raconter, évidemment, qu'à 9 mois, je n'ai absolument aucun souvenir de ça. C'est évident. Par contre, j'ai appris beaucoup plus tard ce qui s'était passé. Parce que, beaucoup plus tard, pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne parlait pas. Comme dans pratiquement toutes les familles juives rescapées, c'était le trauma était trop fort, on ne pouvait pas parler. On ne parlait pas de ce qui s'était passé. Donc c'était le cas aussi... Mon père, jusqu'à l'âge de 40 ans, toutes les nuits, il faisait un cauchemar et il hurlait, déjà marié. Oui. Toutes les nuits, jusqu'à l'âge de 40 ans, il s'est marié à l'âge de 23 ans. Oui. Pendant pratiquement 20 ans, toutes les nuits, il hurlait pendant toute la nuit. Ah, oui. Il se rappelait ce qu'il avait vécu pendant la Shoah. Ben voilà. Donc mon père n'était pas là, mais la police française a quand même débarqué donc, chez nous. Il y avait ma mère et moi, et nous a embarqués toutes les deux. En tous les cas, commissariat ou pas commissariat, on a atterri au Veldiv. Donc vous savez, je ne sais pas, beaucoup ont certainement déjà vu les films qui ont été tournés, notamment La Rafle, qui décrit absolument ce qui s'est passé au Veldiv et à ce moment-là, et comment les Juifs ont été arrêtés. Entre parenthèses, c'est un film que je n'ai jamais voulu voir, et en général, j'évite de voir des films qui parlent directement de la Shoah, ou des livres sur la Shoah, ça non. Mais là, puisqu'il faut bien en parler, puisque je suis née en plein dedans, comme je dis. Donc ils sont venus, ils nous ont arrêtés, et ils nous ont amenés au Veldiv, où c'était en cet endroit, mais innommable, il n'y a même pas de nom pour décrire ce qui se passait au Veldiv. Et je me trompais, il n'y avait même pas de toilette, il n'y avait rien, pas d'eau, pas de nourriture. On laissait les gens crever pendant des heures. Absolument, quoi. Il y avait des vieillards, il y avait des gens malades, il y avait des femmes enceintes, il y avait des bébés, il y avait des enfants. Tout ça sur les gradins du Veldiv, vous vous rendez compte? Mon père, quand il est rentré, les voisins lui ont dit ce qui s'était passé. Alors, mon père, évidemment, a couru à toute vitesse au commissariat, parce qu'en principe, c'était la police, c'est même pas en principe, la police française arrêtait les gens. Et du commissariat, évidemment, il a été embarqué pour le Veldiv directement. Il a réussi à nous retrouver au Veldiv. Nous retrouver donc ma mère et moi, plus mes grands-parents maternels, donc les parents de ma mère, qui eux aussi avaient été donc raflés,
Et il nous a retrouvés, ma mère et puis mes grands-parents. Mais voilà, j'avais déjà ce caractère qui m'a quelque part suivi toute ma vie, et de toute manière, c'est pas un hasard, puisque je suis là pour en parler. C'est-à-dire que j'étais déjà cette brailleuse, si vous voulez. Là, j'espère que je parle très fort, parce que le Rav m'a dit de parler fort pour qu'on m'entende, mais j'ai toujours été quelqu'un de révolté, et quelqu'un qui assume, si vous voulez, qui défend ses convictions, ou ce qui est injustice, etc. Je ne peux pas m'empêcher de garder un ton comme ça, gentil, calme et tout ça. Mais non, il ne faut pas parler comme ça, il faut être gentil. Parce que c'est souvent ce que je m'entends reprocher, vous voyez, je le dis. Mais quand même, c'est grâce à ça qu'on a été sauvés. Parce que moi, je braillais, évidemment, certainement que j'avais faim, que j'avais soif, que j'avais chaud. J'étais un enfant de 9 mois. Il y a un policier ou un gendarme français qui n'était pas loin et qui a vu ça. Alors, il s'est approché de ma mère et il lui a dit... Écoutez, votre enfant a faim, elle a certainement très soif parce qu'il fait très chaud. Prenez-la, emmenez-la lui acheter quelque chose à boire. Donc un bon policier. Un bon policier, mais je vais vous dire encore plus pourquoi il était encore plus que bon policier. Et il lui a fait comprendre de ne pas revenir. Il lui a fait comprendre. Il s'est adressé à mon père, mais ça je l'ai su beaucoup plus tard, vous savez, je ne peux pas... Et il s'est adressé à mon père. Et il lui a dit, mais monsieur, vous n'accompagnez pas votre femme et votre bébé? Et mon père, qui évidemment ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer après, c'est-à-dire après c'est Pitchipoy, c'est comme on appelait cet endroit-là, que les juifs appelaient Pitchipoy, dont on ne revenait pas. Mon père a répondu, je ne peux pas laisser mes beaux-parents, qui étaient déjà très affaiblis, qui étaient relativement âgés. Pour cette époque-là, on était âgés, on n'est plus maintenant. Il a dit, je ne peux pas laisser mes beaux-parents. Donc il a laissé ma mère et moi sortir. Et c'est comme ça que, miraculeusement, j'ai échappé au Veldiv. Parce que par rapport à ce policier... Vous avez retrouvé plus tard ce policier-là? Non, j'ai jamais su, même qui il était, s'il pouvait s'apporter un nom ou quoi. Rien du tout. Moi, j'avais 9 mois. Et puis, pour ajouter ce que vous avez dit que c'était un bon policier, il y avait quand même une loi qui, normalement, disait que les femmes enceintes ou mères d'enfants de moins de 2 ans ne devaient pas être raflées. Ça, c'était la loi. Mais elles étaient raflées quand même. Donc, si vous voulez, le policier, en s'adressant à mon père, parce que les hommes, les pères, ils n'étaient pas visés par cette loi. Les pères, c'était les hommes, père d'une femme enceinte ou d'enfants très jeunes, c'était pas le problème. Les pères, eux, ils étaient embarqués. Et donc, pour vous dire qu'à quel point il avait, encore plus que c'était un bon policier, c'est qu'il a essayé aussi de faire sortir mon père, alors que la loi, lui, ne le protégeait pas, vous voyez. Donc, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On est sorti du Veldiv avec ma mère. Ma mère ne savait pas où aller, puisque les scellés avaient été mis sur l'appartement. Ah, les appartements avaient été scellés. Ah, bien sûr, les scellés étaient mis sur les appartements dont on déportait les Juifs. Et évidemment, pas chez ses parents non plus, puisqu'ils avaient été déportés aussi. Donc ma mère a été au seul endroit où elle pouvait trouver de l'aide, un copain de ses frères, qui était à peu près de l'âge de son frère aîné, et elle est tapée chez lui, qui n'était pas juif, et elle est tapée chez lui, il lui a ouvert sa porte, et c'est comme ça qu'on a été sauvés toutes les deux à ce moment-là. Elle est restée chez lui. Elle est restée chez lui, et moi ensuite, elle a été à la campagne pour essayer de me cacher, comme toutes les mères juives, enfin les parents, essayaient de faire pour leurs enfants, c'est-à-dire cacher les enfants. Et les enfants, il y avait des réseaux. Vous avez été caché à la campagne? Oui, j'ai été cachée à la campagne, peut-être à 10 mois, ou 11 mois, je ne sais pas, je ne connais pas. Et je suis restée cachée à la campagne, pas toujours chez les mêmes paysans, jusqu'à la fin de la guerre. Et ce que je peux vous dire, je l'ajoute parce que ne faut pas croire que tous les gens qui ont caché des enfants ou des juifs méritent la médaille des justes. Beaucoup la méritent et c'est heureux, mais par les gens chez qui moi j'étais cachée, notamment avec les souvenirs que j'en ai, jamais je n'aurais fait de démarche pour leur faire attribuer la médaille des justes. Donc cette période de l'enfance... Ils n'étaient pas gentils avec vous? Ben voilà, j'ai été très maltraitée. Si on lit mon livre, vous saurez comment et quel était mon refuge. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Parce que si je vous dis tout maintenant, pourquoi on n'a pas besoin d'acheter son livre puisqu'elle nous a déjà tout raconté. Donc mais voilà, comme j'ai quand même des souvenirs, pas du Veldiv, mais de ce qui s'est passé après,
J'ai une mémoire, c'est peut-être assez exceptionnel, mais j'ai des flashs de mémoire de ce qui se passait pendant cette enfance-là, où j'étais... Jusqu'à quel âge vous êtes resté caché? Jusqu'à la fin de la guerre. C'est-à-dire quel âge? En 45. La fin de la guerre, c'est... Oui, c'est mais vous aviez quel âge? Et ben donc j'avais 4 ans. 4 ans. Ouais, j'avais 4 ans. Et après, votre mère est venue vous rechercher? Exactement. À la fin de la guerre, ma mère est venue me rechercher, ainsi que ma sœur et puis mon frère. Donc j'ai plus ou moins fait connaissance de mes frères et de ma sœur. Et que vous ne connaissiez pas. Que je ne connaissais pas. Et puis, bon, ma mère, je la connaissais, puisqu'elle venait quand même de temps en temps à la campagne. Et, bon, et moi, la seule chose qui me tenait dans ces années-là de petite enfance, où normalement on est... bon, bref, et c'était la tante de ma mère. La tante de ma mère, puisque sinon j'étais complètement seule, abandonnée. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu en tous les cas. Voilà. Alors après la guerre... alors ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que justement, mon livre n'est pas un témoignage sur la Shoah. Je n'ai pas vécu l'avant, j'ai pas eu de famille avant, puisque je suis née. Donc je n'ai pas connu mon père, je n'ai donc pas connu mes grands-parents, je n'ai pas connu mes oncles, je n'ai connu personne, sauf un cousin germain de mon père qui lui aussi a été déporté. Et votre père est mort à Auschwitz? Il est mort à Auschwitz, comme mes grands-parents, comme mon oncle David, qui avait à l'époque 17 ans. Peut-être que les grands-parents sont morts dans le train déjà, peut-être, c'est possible. Pour ça, il faudrait aller aux archives d'Auschwitz. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait, parce qu'on a beaucoup plus maintenant, les archives sont ouvertes, et donc on a des informations maintenant qu'on n'avait pas il y a 50 ans, vous voyez. Donc ce que je veux ajouter, donc, c'est ce livre parle de la Shoah, évidemment, puisque j'en viens, mais ce n'est en aucun cas un témoignage sur la Shoah, de quelque chose qui serait mémoriel, qui serait que le souvenir de ce qui s'est passé, qui je suis maintenant, hein. Je ne vous parle pas de qui j'étais quand j'ai débuté ma vie, ne serait que pour être complètement être resté dans le traumatisme. C'est ce que je veux dire. Vous êtes arrivé en Israël il y a 25 ans, et donc vous avez vécu une très grande partie de votre vie à Paris. Oui. Est-ce que vous pourriez nous résumer, sans entrer trop dans les détails, quelle a été votre vie à Paris après la Shoah? Comment vous avez vécu finalement ce trauma de votre enfance, la disparition d'une grande partie de votre famille? Vous êtes resté donc avec votre mère et mes frères et sœurs. Et frères et sœurs. Comment vous avez vécu l'après-Shoah? Alors voilà, c'est une question évidemment qui a sa place, puisque quand j'ai décidé, ou enfin quand je me suis dit qu'à un moment de ma vie, il fallait que mes enfants, même mes enfants, et surtout mes petits-enfants, sachent qui j'étais. Puisque quand mes petits-enfants sont nés, j'avais déjà fait mon alia. Mon premier petit-fils est né 1 an après mon alia. Et ça non plus, c'est quelque part, c'est pas le hasard. Mes enfants étaient déjà mariés depuis pas mal de temps. Combien d'enfants vous avez eu? Un fils et une fille. Donc mon fils était déjà marié depuis pas mal de temps. Et ils attendaient un enfant qui ne venait pas. 1 an après que j'ai fait mon alia, il est arrivé. Comme quoi, là-haut, il a tout fait, parce que c'est évident que si j'avais eu un petit-fils, jamais je n'aurais pu partir. Wow. 1 an après. Bref, ça c'est pas un détail, mais je le dis quand même. Donc, l'après-guerre a été pour moi, comme il a été pour beaucoup d'autres enfants, ça a été comment mettre un nom? Ça a été, pour moi en tous les cas, je ne peux pas parler au nom des autres, ça a été une solitude d'abord sans fin. La solitude que j'avais connue tout enfant, quand j'étais cachée, elle s'est poursuivie après la fin de la guerre, parce que il faut quand même qu'on sache qu'après la guerre, c'est pas parce que certaines familles retrouvaient certains des leurs, ou la moitié des leurs, ou pas du tout, que puisque c'était fini, la guerre était finie, qu'on allait revivre, etc. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais les familles, notamment la mienne, mais je sais que c'est pas seulement la mienne, elles étaient dingues. Je le dis, les familles, elles étaient dingues, à moitié dingues, ou complètement dingues. C'est comme ça. On ne pouvait pas échapper à ça. Si vous réalisez le traumatisme que ça peut
avoir été pour une mère, donc la mienne, d'avoir perdu et ses parents, et ses frères, et son mari, et de se retrouver à la fin de la guerre. Elle n'était plus seule, puisque l'homme qui lui a sauvé la vie, c'est l'homme avec qui elle est restée tout le reste de sa vie. Et j'ai un petit frère, j'appelle mon petit frère, qui est son fils aussi. J'en parle parce que c'est absolument nécessaire de dire les choses. Donc malheureusement, ma mère était très 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 traumatisée, comme je vous l'ai dit, comme beaucoup d'autres. Et il se trouve que le traumatisme, elle l'a exercé sur moi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ça c'est bien plus tard que j'ai, et après beaucoup de démarches de travail sur moi, que j'ai compris ce qui s'était passé. Pour ma mère, j'étais certainement son miroir qui représentait que, d'une certaine façon, ce qui s'était passé à ce moment-là. Vous voyez, la preuve vivante de ce qui s'était passé, et qu'elle ne pouvait pas certainement supporter. Donc, elle me le faisait subir, parce que quelque part, c'était pour elle pas possible de faire autrement. Donc j'ai été, si vous lisez mon livre, d'ailleurs ce que je dis à la fin, je peux même vous lire malheureusement le résumé de mon autobiographie, c'est 1945, c'est la fin de la guerre. Après avoir été caché dans des familles d'accueil à la campagne, je retourne enfin vivre avec les miens. Le mot « enfin », voilà, vous allez comprendre. J'ai 4 ans. Ma mère a perdu la capacité de m'aimer et mon père a disparu. Il a été remplacé par un homme que je dois appeler papa. Ma famille est hantée par les fantômes des absents, rongée par les non-dits et les traumatismes des survivants. Moi, je suis déjà cette rebelle et cette insoumise qui dérange, cette révoltée porteuse du souffle qui la sauve. Ça, c'est ce que j'ai écrit, si vous voulez, pour essayer de résumer la question que vous venez de me poser. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Donc, après la guerre, c'est ça. Donc, des années de très, très, très difficiles, de manque d'amour, c'est le pire, de solitude, et non seulement ça pour moi, mais un enfant, il sent tout. Et je savais que ma mère, si elle ne m'aimait pas, c'est parce qu'elle était malheureuse. Donc, d'une certaine façon, comme beaucoup d'enfants, j'aurais voulu rendre ma mère heureuse. Que tout ce qui s'était passé, que j'ignorais, puisqu'on n'en parlait pas, mais bon, je savais que cet homme-là n'était pas mon père, je savais d'autres choses que j'ai apprises par la suite. Mais la première des choses, c'est que si ma mère ne m'aimait pas à ce point, parce que c'était à ce point, c'est parce qu'elle était malheureuse et qu'il fallait que moi, je la guérisse de son malheur. C'est comme ça qu'en tant qu'enfant, on réagit, si vous voulez. D'autres enfants qui ont suivi la même chose pour d'autres raisons, des traumatismes qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu, mais de femmes battues, par exemple, en présence de leurs enfants, etc. Les enfants, les petits-enfants, essayent toujours de protéger leur mère. Mais évidemment, moi, je ne pouvais pas le faire, avec tout ce qui s'était passé, j'étais trop petite. Et ben voilà, donc j'ai grandi dans cette ambiance de l'après-guerre, où beaucoup de familles, évidemment, étaient orphelines, mais j'ai eu la grande chance, et ça, il faut que j'en parle, parce que ça fait partie de ce dont je voudrais parler après. J'ai eu la grande chance d'habiter donc près de la gare de l'Est, dans le 10e arrondissement, et qu'il y avait rue de Paradis, elle porte bien son nom, une organisation qui s'appelait l'UJRE. L'UJRE, ça veut dire quoi? L'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide. C'était une organisation communiste, bien évidemment, parce que tous les Juifs ashkénazes d'avant-guerre et pendant la guerre et même de l'après-guerre étaient communistes, et d'ailleurs c'est tous ceux qui sont rentrés dans la résistance. La plupart de ceux qui étaient dans la résistance des étrangers, parce qu'ils étaient étrangers, étaient la MOI et les FFI étaient des juifs. Donc mon oncle y compris. Et donc après-guerre, il y avait donc ces organisations juives qui ont sauvé des enfants pendant la guerre, et qui, après la guerre, ont essayé de s'occuper des enfants orphelins ou semi-orphelins. Donc l'UJRE, c'était cette organisation, et dans cette organisation, il y avait une fonction, ou une équipe, si vous voulez, qui s'appelait la CCE, ou la Commission centrale de l'enfance. C'était des jeunes, nos moniteurs, avaient peut-être 17 ou 18 ans, ils avaient eux aussi vécu, à leur âge à eux, ce qui s'était passé, et à cet endroit-là, on était... Moi, à l'âge que j'avais, on était les jeunes bâtisseurs, parce qu'il y avait différents âges, donc différentes appellations.
Nous, les petits, on était les jeunes bâtisseurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire en plus. Hein. Pas sur Israël, mais sur... il faut que j'en parle. Comme ils étaient tous communistes, l'avenir, c'était l'URSS. Bien sûr, tous égaux, le fidèle capitalisme. Donc nous, eh bien, on était les jeunes bâtisseurs de cette vie nouvelle de l'URSS. Mais moi, donc ça, ma mère, évidemment, qui travaillait, parce on était 4 quand même, plus mon beau-père, évidemment, aussi. Elle nous envoyait les jours où on n'avait pas école, elle nous envoyait dans cette organisation, on appelait ça le patronage. Mais justement, grâce à eux, j'ai vraiment su que j'étais juive. Parce que là, j'étais comme les autres enfants, j'étais une enfant déportée. On savait tous que nos parents avaient été déportés. On nous donnait des activités, on apprenait le yiddish. Pour les fêtes, on faisait des beignets. On chantait, par exemple, Hanouka, etc., des chansons de Hanouka. Purim aussi, l'histoire de la reine Esther et tout. Et justement, rien de religieux, absolument rien de la Torah, rien de qu'est-ce que c'est que Shabbat ou un truc comme ça. Parce que c'est des communistes. Mais bien sûr, mais ça n'avait pas sa place là-bas. Donc, mais par contre, on savait qu'on était juifs. Ça, les Hanouka, Purim, l'apprentissage du yiddish, le fait qu'on était tous des enfants déportés et qu'on le savait, ça m'a donné en tous les cas à moi et à beaucoup d'autres mon identité juive. Et c'est ça dont je voulais parler aussi. Parce que cette identité juive et la perte de mon père, l'absence de mon père qui a été celui qui m'a manqué toute ma vie, et j'en parle beaucoup dans mon livre, l'absence de mon père et la CCE m'ont donné une colonne vertébrale que j'appelle mon identité juive. Voilà, ça, je ne peux pas ne pas en parler, puisque c'est aussi pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est parce que toute ma vie, ce qui m'a sauvée, c'est parce que je savais que j'étais juive. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, car être juive me donnait ma force. Énormément d'Ashkénazim après la Shoah se sont complètement assimilés et perdus. Absolument. Une grande majorité. Moi, mon père avait une sœur qui aussi, comme mon père, a traversé la Shoah. Après la Shoah, elle a épousé un juif, mais qui, comme elle, ne voulait pas révéler qu'ils étaient juifs. Ils sont partis vivre en Amérique. Et leurs enfants, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, ne savaient pas qu'ils étaient juifs. Absolument. Et plus étaient antisémites. Ah, mais ça m'étonne pas du tout. Et ce sont mes parents, mon père, qui a révélé à ses neveux qu'ils étaient juifs. Il y a beaucoup de cas comme ça, vous savez, encore jusqu'à aujourd'hui. Encore jusqu'à aujourd'hui, que des enfants aient appris à la mort de leurs parents. À la fin, ils leur ont révélé qu'ils étaient juifs. Mais donc ils étaient déjà d'un âge très avancé. Moi j'ai connu des gens comme ça. Hein. Bien sûr. Bah oui. Donc à la CCE, c'est là où mon identité juive s'est construite, qui m'a donné cette force, si vous voulez, et qui m'a sauvé de tellement de choses. Alors justement, je voudrais maintenant venir au point peut-être le plus important, c'est votre décision de monter en Israël. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Première question. Deuxième question, après la réponse à la première question, c'est qu'est-ce que Israël vous a apporté ? Mais revenons à la première question. D'accord. Pourquoi tout d'un coup, dans les années 90, vous décidez de monter en Israël ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs et beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais commencer par la première qui, pour moi, était terrible. C'est la mort de ma mère. C'est la mort de ma belle-sœur qui était très jeune et qui est morte pratiquement un an après. La femme de votre frère. La femme de mon frère, oui, qui était juive aussi. Et puis la mort de plusieurs personnes de ma famille qui sont donc décédées à ce moment-là. Et d'autres choses, même au niveau personnel, au niveau professionnel, où j'ai aussi, d'une certaine façon, complètement lâché parce que tout ce qui se passait, surtout la mort de ma mère, voilà. Le fait que dans les années 90 est paru le mémorial de Serge Klarsfeld qui, pour la première fois, donnait les noms des déportés, leur nom, leur prénom, le lieu de leur naissance et le numéro des convois et la date à laquelle ils avaient été déportés. Ça s'est passé dans les années 90. On ne l'a jamais su avant. Il y a eu le film de Claude Lanzmann, Shoah, qui pour la première fois a été un révélateur. C'est d'ailleurs lui qui a donné le mot Shoah à ce qu'on appelait avant, les Américains appellent ça l'Holocauste, ils continuent d'ailleurs,
Mais il n'y avait pas un nom spécifique de ce qui s'était passé avec les Juifs. Lanzmann a été... C'est Lanzmann qui a lancé le mot la Shoah? Dans son film qui s'appelle Shoah. Oui, ça je sais, mais avant personne ne disait la Shoah? Non, avant personne ne disait la Shoah. Incroyable, je ne savais pas ça. Non. Donc il y a eu ça. Il y a eu le train de la mémoire. C'est-à-dire en 92, puisque la rafle du Veldiv a eu lieu en juillet 1942, le 16 juillet dont on approche justement. 50 ans après, s'est créé le train de la mémoire. À savoir que les Klarsfeld, parce qu'avec sa femme, le rabbin Daniel Fari, qui était le rave du MJLF, les libéraux en France, et d'anciens déportés, qui étaient toujours en vie à cette époque-là, et puis d'autres organisations, ont décidé de 50 ans après de faire ce qu'on appelait le train de la mémoire Paris-Auschwitz. En passant par Drancy. Non, c'est même pas Paris-Auschwitz, c'est Drancy-Auschwitz. Donc il y avait donc c'était tout un train. Il y avait même des chrétiens qui étaient venus, qui étaient très proches des Juifs, qui chantaient, qui disaient des cantiques, etc., des télim et tout ça. Et donc ce train donc est parti. C'était pas un train de pleurs. On aurait pu penser que c'était une espèce de Via Dolorosa et qu'on retourne là où tout s'est passé en pleurant. Non. Pour vous donner un exemple, il y avait d'immenses plaques sur le train jaune, train de la mémoire, 1982-1992, notre train de la mémoire, Drancy-Auschwitz, 1942. Et on passait à travers l'Allemagne. Et le train s'arrêtait. Et je peux vous dire que les Allemands, jamais on est descendu en Allemagne, regardaient ces plaques, mais éberlués, qu'est-ce que c'était que ce train? Et à l'intérieur du train, on avait des banquettes qu'on a mises en lit pour ne jamais avoir à descendre en Allemagne et même en Pologne avant d'arriver à Auschwitz. On avait apporté de quoi manger, etc. Et dans ce train, on se parlait de compartiment en compartiment, qui tuait, etc. Nous, on avait un compartiment pour nous tout seuls, parce que mon mari, évidemment, son père aussi a été mon premier. Je ne parle pas de mon mari actuel, je parle de mon mari quand j'ai fait ça. Donc son père et sa famille avaient aussi été déportés à Auschwitz. Son cousin, donc le frère de son père, ils avaient été déportés ensemble, le père et le frère. Donc ils étaient évidemment dans le train avec nous. Mon fils était là. Mon fils qui était quand même à l'époque, donc c'était en 96, il est né en 64. Quel âge il avait à ce moment-là? Une trentaine. Ah non, pas du tout. Il avait peut-être 16 ou 18 ans. 96, il est né en 64. Ah oui. En 70, il avait donc 6 ans. Et en 92, en 90, non, enfin il était très jeune, il n'avait pas du tout... J'aurais dû faire les calculs avant, mais je ne l'ai pas fait. Bref, mon fils était donc là aussi. Et puis on est arrivé donc en Pologne, à Auschwitz pour la première fois. On n'allait pas à Auschwitz à ce moment-là aussi facilement qu'on va maintenant, surtout ce train de la mémoire. Et pour la première fois, j'ai pu aller sur le lieu de là où ça s'était passé. Sinon, j'aurais jamais pu le faire. Toute seule, jamais j'y serais allée. Donc on avait donc tout ce train, les Klarsfeld, le Rav Daniel Fari, les guides, etc. On a visité Auschwitz, on a visité évidemment Birkenau, et c'est là où le Rav a fait El Malé Rachamim, la prière pour les morts et à leurs âmes, et le Kaddish, évidemment, et aussi le fait qu'on a protesté contre les plaques commémoratives qui disaient tant de Polonais sont morts à Auschwitz. Parce que pour eux, les Juifs polonais étaient polonais, donc il n'y avait pas besoin de parler des Juifs. Ils n'ont jamais mentionné que c'était des Juifs qui sont morts à Auschwitz. Alors, exactement. Il y avait aussi un truc très important à Auschwitz à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il y avait une croix immense qui avait été érigée par le grand archevêque de et c'est installé un monastère à Auschwitz. Oui, qu'est-ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'on a fait nous à Auschwitz, le train de la mémoire? On n'est pas venu uniquement pour se recueillir, et parce que bien sûr qu'on l'a fait, visiter les lieux de là où c'était passé, et enfin voir, être
mais on était venu là aussi dans un mouvement de combat. Parce que Et moi, bien sûr. chacun avait une pancarte. Ils ont voulu récupérer Auschwitz pour dire que ce sont des Polonais qui ont été assassinés à Auschwitz. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont installé un couvent. C'est la plus grande honte, la plus oui, grande, mais donc, la plus grande humiliation à l'égard des Juifs que d'installer un couvent à Auschwitz. Mais un lieu de sépulture chrétien, pour les chrétiens qui étaient morts à Auschwitz. Il y en a eu, mais quoi, 1 sur 1 million par rapport aux Juifs. Voilà, donc nous, on est venu le train de la mémoire. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un train, c'était un train évidemment qui représentait ceux pour qui on était là, mais c'était un train qui représentait des Juifs qui combattaient. D'accord ? On était leurs enfants. D'ailleurs, je vais vous lire la lettre que j'ai écrite. On avait des pancartes. Moi, sur ma pancarte était écrit train convoi numéro 9. Mon père n'est décédé à Auschwitz à telle date. J'avais la pancarte numéro 10, train de la mémoire, Drancy, Auschwitz, mes 2 grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, décédés à Auschwitz avec le convoi numéro 10. Moi, j'avais le train de la mémoire de mon oncle David, qui avait été déporté par le convoi 6, mort à Auschwitz. Donc, on était tous avec nos pancartes, on est passé devant le monastère. Je peux vous dire qu'on est passé devant le monastère, et les religieuses, on les voyait, elles écartaient leurs rideaux pour nous voir. C'était ça aussi le train de la mémoire. Et pas seulement un lieu de sépulture où enfin, moi je suis jamais retourné à Auschwitz, hein. Mais au retour, donc on est descendu pour Auschwitz, ensuite on n'a rien dépensé en Pologne, on est reparti dans le train de la mémoire, et encore un truc important quand même, c'est qu'on devait s'arrêter à Strasbourg au retour. On devait être reçu par le Parlement européen. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé ? Ils ont refusé. Eh bien oui, ils ont annulé, alors que c'était prévu. Et donc c'est le grand rabbin de Strasbourg qui nous a reçus, qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire, avec qui on a parlé, etc. Mais le Parlement européen, nada. Donc voilà, ça c'est pour vous parler de en quoi le train ce train de la mémoire et des événements qui se sont passés dans ces années-là, évidemment l'événement on va dire fondateur pour moi, fondateur puisque c'est pour ça que je suis ici, c'est qu'il y avait la première guerre du Golfe, donc dans les années 91. Voilà, 91, et que je me suis engagée avec Sahel, qui est une organisation qui est née dans ces années-là, parce que il y avait la guerre du Golfe, qui avait déjà commencé avant, il y avait tous les Scuds qui tombaient sur Israël, et où Israël ne pouvait pas répliquer, ça c'était les accords avec les Américains à l'époque. Donc Israël ne pouvait pas répliquer, et nous, on voyait à la télé tout ce qui se passait, c'est-à-dire les Scuds qui tombaient sur Israël, et puis que Israël ne pouvait pas répliquer, et notamment un truc que j'ai vu à la télé, il y a eu un concert, je ne suis pas certaine je crois que c'était Arthur Rubinstein qui était le chef d'orchestre de ce concert. À un moment, il y a eu les sirènes. Les spectateurs étaient là, ils ont tous sorti leurs masques. Ils se sont mis leurs masques, y compris le chef d'orchestre. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Et pas seulement moi. On était tous, il y avait sans arrêt la mutualité, tout ça, des réunions, mais on hurlait tous, on trépignait pour Israël, pour Israël. Et il y avait énormément de volontaires qui partaient en Israël. Et moi, je suis partie donc avec Sahel comme volontaire, mais je ne pouvais pas partir du jour au lendemain, parce que j'avais quand même... j'avais des choses, j'avais une boutique avec mon mari, etc. Mais je me suis engagée, et je suis arrivée quand ? Je vous le laisse deviner. Je ne sais pas. Je suis arrivée à Pourim. Et Pourim, la guerre s'est arrêtée. C'est pas un miracle, ça ? Oui, je me rappelle. Miracle de Pourim, je suis arrivée à Pourim. Donc, j'ai été reçue par le soldat qui venait, parce qu'on était un groupe, on s'était tous engagés, on ne se connaissait pas, mais on s'était tous engagés pour venir pendant la guerre. On est tous arrivés, la guerre. Donc, il nous a amenés à notre base, on a été reçus par le commandant de la base, qui nous a félicités, etc. On est rentré dans la vie de la base, avec du travail qu'on devait faire pour remplacer les soldats qui étaient toujours sur le front. De toute façon, si la guerre s'est arrêtée, ça n'empêche pas qu'il y avait des soldats sur le front, qu'il y avait quand même des... Et donc voilà, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Et c'est là, dans cette base militaire, dans ce que j'ai fait avec eux, où j'ai été au Kotel, c'était pas la première fois que je venais en Israël, vous savez, j'étais déjà venue
en touriste et tout ça, comme tout le monde. Et à ce moment-là, on pouvait m'aller sur le mont du Temple, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et Sareb nous a amenés au Kotel. Et là, il faut que je le dise, parce que pour moi, ça fait partie de tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai été au Kotel, et puis, alors que je ne priais pas. Pour moi, Dieu, c'est pas du tout quelque chose qui, à l'époque où j'ai fait mon alia, existait. J'étais en recherche, mais je ne savais pas prier, mais je me suis quand même... C'était le lieu où... J'ai pas écrit un petit papier, rien. Et pour la première fois, je me suis adressée à Dieu. Pour la première fois. Je lui ai dit, écoute, si tu fais... je te demande quelque chose, pas grand-chose. Je voudrais revenir à Jérusalem. Je voudrais pouvoir aller au Kotel. Je voudrais pouvoir vivre dans cette ville. Je voudrais pouvoir étudier à Jérusalem. Et je voudrais... voilà ce que je voudrais. Et puis, la suite, je ne sais pas, mais voilà ce que je voudrais. Qu'est-ce que vous croyez ? En 1987, j'ai fait mon alia. 1996 j'ai fait mon alia. Il m'a fallu 4 ans, je suis revenue à différentes occasions. J'ai été volontaire dans des kibbutz, j'ai fait l'Ulpan Akiva. Je ne vais pas rentrer dans ça là-dedans parce que bon, ça serait trop long. Il a exaucé ou il n'a pas exaucé ? Donc Dieu existe. Mais pour moi, la question de Dieu ne pouvait même pas se poser avant. Enfin, je sais. La question de Dieu ne pouvait pas se poser, que de croire ou de ne pas y croire. Ça n'existe pas un Ashkenaz qui croit en Dieu Mais après non, la Shoah. Vous vous trompez, puisque je ne croyais pas ni avant, ni pendant, ni après. Pour moi, je vais vous dire ce qu'était le nom de Dieu. Le nom de Dieu, ça s'appelait silence. Voilà. Pas la question il existe ou il n'existe pas, parce que je ne pouvais même pas poser la question. Comme ce que Elie Wiesel a marqué dans son livre, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Non, je ne l'ai pas vu. Non, mais lui était à Auschwitz. Mais oui, d'accord. Il l'a vu pendu à Auschwitz. C'est une manière de dire que c'est fini, Dieu n'existe plus, quoi. Mais je ne me suis pas posé la question, moi. J'étais même pas en mesure de me poser la question. Non, parce que lui était très religieux quand il est rentré à Auschwitz. Mais moi, c'était un enfant d'une famille chassidique. En grandissant et tout ça, est-ce que pouvait se poser cette question-là ? Je ne pouvais pas aller jusqu'au stade de poser la question. Oui. Vous savez très bien que poser une question, c'est déjà la résolution, c'est la réponse. Oui, mais je n'étais pas en mesure de poser la question. Donc c'est au Kotel, je n'ai pas posé la question, est-ce que tu existes, est-ce que tu n'existes pas ? Juste, je m'adresse à toi pour que puisse se réaliser que je vienne ici, à Jérusalem, pas en touriste, que j'habite, que je puisse étudier, et voilà. Alors, comme il est déjà tard, et je voudrais qu'on conclue cette interview, mais je n'ai pas de mots, tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Je voudrais justement que dans la conclusion, je vais poser la question, vous terminiez justement sur cette lueur d'espoir et de force que vous représentez. Je vous connais depuis longtemps et je sais, et je vous le dis souvent, que n'écoutez pas, que vous êtes vraiment l'exemple de cette renaissance de force, de courage, malgré tout ce que vous avez traversé. Vous êtes une vraie juive, quoi. On peut dire ça comme ça. et je voudrais que vous nous expliquiez maintenant en quelques minutes, pour conclure, qu'est-ce que Israël vous a apporté. Ça fait maintenant 25 ans que vous êtes en Israël. Qu'est-ce que Israël vous a apporté ? Je vais vous répondre par quelque chose qui va beaucoup vous surprendre. D'accord ? Parce que vous vous attendiez certainement à ce que je parle, ce que je peux faire, ce que je ferai peut-être. Et surtout en écrivant ce livre. Parce que pour écrire ce livre, il a fallu que je retourne à ce que j'appelle le là-bas, où je ne retournais jamais. Je n'ai jamais parlé, mes enfants savaient, enfin bon, les enfants savaient bien sûr, les petits-fils, je leur en ai jamais parlé. Et jamais, comme je vous le dis, aller voir des films sur la Shoah, lire des livres sur la Shoah, surtout pas. D'accord ? Mais pour écrire ce livre, pour mes enfants, pour mes petits-fils, ils m'ont toujours connu vivre en Israël. Pour eux, c'était normal. Leur Bouba, puisqu'ils m'appellent Bouba, elle vit en Israël, elle habite Jérusalem, elle vient nous voir en France, on passe des vacances ensemble, on y vient aussi. Mais pose la question, mais pourquoi elle est en Israël ? À l'âge que j'avais, ça leur venait pas à l'idée. Donc il fallait bien que j'écrive, Rav. Mais comment je vais faire pour écrire ? Il fallait revenir à là-bas. Comment je pouvais revenir à là-bas ? Et vous en faites partie. Parce que, je ne vais pas le dire maintenant, c'est en sortant de votre cours, mais bon, il faut que vous retourniez voir mon livre, à le lire, vous saurez pourquoi, vous faites partie aussi des éléments déclencheurs
pas de mon alia, mais de comment j'ai pu commencer à écrire. C'est en sortant de votre cours. Voilà. Vous le trouverez, vous l'aiderez à le trouver. Donc, de commencer à écrire ce livre, et au fur et à mesure de l'écriture et de parler d'Israël, parce que bien évidemment, je ne pouvais pas parler que de ce qui s'est passé pour moi, parce qu'il y a tellement de gens qui ont vécu. Et bon. Mais moi, la différence, c'est que je suis venue à 55 ans. La grande partie de ma vie, elle s'est passée en France. Donc ma culture, elle est française, ma langue, elle est française, ma façon de penser, elle est française, ma façon de parler, elle est française. En Israël, je parle, d'accord? Je suis restée. Mais en même temps, ce qu'Israël m'a apporté et qui pouvait amener à qui je suis maintenant, et grâce à mon livre, ça a amené quelque chose, je vais vous dire. Vous y attendez? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle la consolation. La consolation qui n'a jamais pu se faire ni après la guerre, ni quand j'étais petite, ni après quand je me suis mariée. J'ai eu des enfants, et ça c'est une grande partie de ma vie. Au passage, mes maris, parce que j'en ai quand même, je ne vais pas vous dire le nom, ils étaient tous juifs. Et donc c'est pas hasard, j'aurais pu m'assimiler complètement et faire comme le reste de tout le monde, ma famille. Et puis aujourd'hui, je suis la seule de ma famille, mes frères et sœurs. Mes petits-enfants sont juifs, je suis la seule. Alors que je n'ai eu que des petits-fils. Si c'était marié, vous savez très bien. Donc ce que j'ai trouvé en écrivant ce livre, c'est la consolation, ma propre consolation, d'enfin pouvoir raconter, de pouvoir m'arrêter pendant des années, parce que je ne pouvais pas aller plus loin dans l'écriture, surtout si vous lisez sur ce qui s'est passé avec ma mère et la mort de ma mère. Ça a été terrible. Donc je me suis arrêtée pendant 2 ans avant de pouvoir reparler de ma mère. Donc ce que j'ai trouvé, pas seulement pour moi, c'est la consolation pour moi, et surtout, de pouvoir consoler les autres enfants qu'on était, qui sont pour beaucoup déjà partis, parce que même si je ne suis pas jeune, mais je fais quand même partie des plus jeunes, ils sont partis sans avoir pu être consolés, vous vous rendez compte? Et ça, je l'ai écrit aussi pour eux, pour que ceux qui restent, enfin, parlent d'eux, leur dire ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'on était, et comment on a été des combattants, parce qu'on a été vraiment des combattants, pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir grandir, pour pouvoir donner naissance, pour avoir des enfants juifs. On n'était pas des combattants, d'après vous? Bien sûr que si. Et ils l'ont jamais su, eux. On leur a toujours dit que bon, ils avaient été des enfants cachés, qu'ils avaient bien de la chance d'être restés vivants, parce que c'est ce qui se passait après la guerre. Silence et bouche cousue, puisqu'on en était sortis. Donc qu'est-ce qu'on a à dire? Que dalle. Mais donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. D'ailleurs, vous le verrez à la fin. Qu'est-ce que je dis? Que je parle pour eux, parce que même s'ils sont encore là, beaucoup n'ont jamais pu parler. Vous comprenez? Donc mon livre, il sert aussi à ça. Consoler, réparer, continuer, dire qu'on est un combat, et que ce que j'ai trouvé ça, c'est évidemment l'Israël. Pourquoi? Parce que si j'étais restée en France, j'aurais jamais été capable d'écrire ce livre. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Entre autres, j'ai pu écrire un livre qui est quand même pas n'importe quoi. J'ai pu devenir journaliste du jour au lendemain, alors que je venais d'arriver en Israël. André Darmon, j'ai collaboré avec André Darmon pour Israël Magazine quand il l'a créé. J'ai travaillé avec lui. Oui, je sais, mais moi j'étais là. Le premier article du premier magazine. Vous avez travaillé avec André Darmon? Oui, le premier magazine, le premier Israël Magazine, le premier, j'ai écrit un article pour André Darmon. Sur quoi? Sur un congrès qu'il y avait à Yad Vashem, organisé par le Bnei Brit, où on parlait d'aller de quoi? Sur l'antisémitisme et l'antisémitisme des médias. Ça remonte déjà à combien d'années? Ça remonte à une vingtaine d'années. Et notamment sur un film qui était sorti dans le festival du film à Haïfa, qui s'appelait Décryptage, de Jean Taranto, qui restait à l'affiche pendant des années dans le même cinéma à Paris, je l'ai vu là-bas, qui lui, en tant que journaliste, chercheur et tout ça, dénonçait déjà le parti pris palestinien des médias. Et ben, lui, il savait déjà en tant que journaliste. Vous voyez comment c'est aujourd'hui. Donc, j'essaye de vous répondre avec la vérité de ce que ma démarche. C'est une sorte de renaissance, quoi. Absolument. Finalement, comme une graine qu'on met dans le sol, elle pourrit avant de redonner naissance à un arbre porteur de fruits. Ouais, tout à fait. Ben, c'est exactement le phénomène de la Shoah. Est-ce que j'ai l'air pourri aujourd'hui? Non, pas du tout. Voilà. Non, mais vous êtes un arbre rempli de fruits. Et je parle de mon amandier, d'ailleurs, il est là. C'est l'arbre de vie.
Ça, c'est la page de couverture de mon livre. Incroyable. C'est l'arbre de vie d'un grand peintre qui s'appelle Yoel Benaroche, qui a créé un tableau, un magnifique tableau, spécialement pour faire la couverture de mon livre. C'est pas un miracle, ça? C'est un miracle aussi. Bien voilà. sûr. Et donc, donc, vous voyez bien que cette terre, elle apporte quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Quel que soit l'âge, quel que soit son niveau, quel que soit... si vous sentez que... Je parle des Juifs, hein, mais si vous sentez que c'est sur cette terre que vous devez être, peu importe les difficultés, croyez-moi que j'en ai traversé. Il y en a, ça c'est sûr. On ne peut pas s'installer en Israël sans passer des difficultés inimaginables. Absolument. Et ne croyez pas qu'aujourd'hui tout est rose. Hein. Absolument pas. J'ai eu une année très difficile. C'est pas rose du tout. Du tout. Et on vit franchement des moments très très durs. Et moi je peux vous dire que cette année de confinement, le fait d'être rentré à toute vitesse de la bar mitzvah de mon petit-fils David, on était là-bas avec spécial. On est rentré avec le dernier vol de France pour venir en Israël. Et qu'après on est rentré direct bidoude et ensuite direct confinement. Donc moi ça fait plus d'1 an que j'étais en France là maintenant. Ça fait peut-être 1 an et quelques mois que je n'avais pas vu mes enfants et mes petits-enfants. Mon mari, ça fait plus d'1 an et demi qu'il ne les avait pas vus. Donc vous pouvez imaginer ça, plus d'autres choses très 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 difficiles qui se sont passées pendant cette année 2020. Et on est en 2021, je peux vous assurer que ce n'est pas de la tarte non plus. Mais d'un autre côté, c'est le seul endroit au monde qui développe et dévoile notre intériorité, qui est fondée sur, en hébreu, la émouna, en français, sur cette confiance absolue, que finalement, qu'il y a tout un chemin que l'on doit traverser, mais dont l'aboutissement sera une lumière inimaginable. Ça, je ne sais pas si ça sera une... Ah, on n'a pas parlé de mon nom en plus. Comment? Mon nom. Meïra, ça veut dire la lumière. Mais c'est pas moi qui me suis donné ce nom. Meïra veut dire la lumière. Je m'appelle Monique au départ. Et quelqu'un m'a donné, je voulais changer de nom, et je travaillais à l'époque, et c'est la fille de ma collègue qui avait 20 ans. Elle est arrivée au moment où je discutais avec sa mère dans la boutique, qu'on m'avait proposé le nom, bof, et que je étais en recherche de nom. Elle me dit, elle tout de suite, elle dit, mais moi je sais le nom qu'il te faut. Une Israélienne de 20 ans qui ne me connaissait pratiquement pas. Et moi non plus. Elle connaissait sa mère. Elle venait de temps en temps voir sa mère à la boutique. Et elle me dit, mais ce qu'il te faut, toi, tu t'appelles Meïra. Et sa mère qui était là dit, mais t'as raison, mais c'est absolument le nom qu'il lui faut. Et après, quand on me demandait comment je m'appelais dans les cours, d'ailleurs, comme chez vous, chez le Rav Barkaz et tout ça, Meïra. Ah, c'est vraiment pas un nom commun. La lumière. Mais, et je leur disais, c'est pas moi qui me le suis choisi, c'est bien après que j'ai... Ça vient d'en haut. Le nom, il vient d'en haut. Pourquoi elle a vu clair, c'est le cas de le dire. Oui. Ouais. Écoutez, je voudrais, avec votre permission, en quelques mots, conclure cette interview. N'oubliez pas les 3 semaines. Hein. Les 3 semaines. Non, on est dans les 3 semaines. Non, j'ai dit, parce que le Veldiv était pendant les 3 semaines, et on a choisi de le faire pendant les 3 semaines, justement. Et finalement, les 3 semaines qui sont censées, vues de l'extérieur, être des semaines un peu obscures, mais finalement, comme je donnais un cours récemment avec le Zoom, et une personne a fait une réflexion extraordinaire, on dit, si vous prenez le premier jour des 3 semaines, le 17, et le dernier jour, le 9, 17 et 9, ça fait 26. C'est la valeur numérique du nom de Dieu. Ah ouais. Comme pour nous faire comprendre que même dans les moments les plus obscurs de la vie, se cache en vérité la lumière d'Hachem. Et finalement, vous pouvez vous boucher les oreilles de ce que je vais dire. Non, j'écoute. Mais depuis le temps que j'ai l'habitude de vous écouter, je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Mais c'est normal, sinon vous ne seriez pas une juive. Voilà. 2 juifs qui sont d'accord, ce n'est pas des juifs, ça n'existe pas. Et donc, depuis le temps que je vous connais, j'ai toujours vu en vous vraiment le symbole de cette reconstruction d'après la Shoah sur le plan personnel, et c'est vrai sur le plan collectif, que finalement le juif a quelque chose d'inimaginable en lui. On peut tout faire pour l'écraser, finalement il renaît avec une force inimaginable. Et de ses cendres, j'ajouterais. Voilà, de ses cendres, exactement. Je suis bien placé pour dire ça. De ses cendres, absolument. Et juste une petite parenthèse, bon, ma mère qui a aujourd'hui 88 ans a traversé tout ce que vous avez traversé aussi,
mais elle a toujours été une guerrière inimaginable, quoi, avec une force, une volonté. Une vraie Ashkénaze, je dirais. Voilà, une vraie Ashkénaze, réparée. Et on le voit de plus en plus, que finalement, ceux qui ont traversé la Shoah et qui ont su se prendre en main, c'est la majorité, sont devenus des modèles de ce qu'est un homme authentique. Ça veut dire, je suis descendu au plus profond de l'enfer, mais je ne me laisse pas faire, je remonterai plus haut encore que le ciel, pour être une lumière. Et vous portez bien votre nom. Non, mais je me disais pas ça à ce moment-là, hein, Rav. N'oubliez pas que... Non, je sais, mais avec le temps, vous êtes devenu, devenu justement vous croyez que un modèle. Que je me disais ça à ce moment-là? Non, je sais bien, mais justement, mais vous êtes devenu en dévoilant, et surtout en venant en Israël, ce qui vous a permis de dévoiler toutes ces forces cachées en vous, vous êtes devenu vraiment un modèle. Que quand on connaît votre vie, ce que vous avez traversé et qu'on vous connaît aujourd'hui, on me dit c'est pas possible, mais comment se fait-elle qu'elle est... Normalement, elle aurait dû être enfermée dans un asile psychiatrique. Mais c'est ce que j'aurais dû être. Oui, mais c'est pas ce que vous êtes devenu. Non, j'aurais pu. Je suis passé pas loin de la folie, vous savez. Oui, mais comme tous les rescapés de la Shoah, beaucoup ont frôlé la folie. Ouais. Comme je vous dis, mon père, jusqu'à l'âge de 40 ans, il hurlait toutes les nuits. Oui, mais c'est pas de la folie, ça, c'est... Non, mais ça veut dire qu'il avait un trauma inimaginable en lui. Il y a un trauma qui le faisait hurler toutes les nuits. Et tout d'un coup, à l'âge de 40 ans, ça s'est arrêté. On va savoir pourquoi. En tous les cas, écoutez, je voulais vraiment vous remercier pour cette interview fabuleuse. Ben, et peut-être qu'on continuera une prochaine fois pour approfondir plus quand on verra ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, tu vas pas écrire une suite, quelque chose après ton livre? Je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai mis tout dans ce livre-là. Qu'est-ce que je peux... Sauf s'il se passe vraiment des choses extraordinaires. Mais je vous rappelle que vous n'avez pas parlé des 3 semaines, là. On en parlera la prochaine fois. Ah non, c'est très important. Alors, dites-le. Non, dites-le vous, c'est vous le Rave. Les 3 semaines, c'est les 3 Si vous en avez parlé comme ça. C'est les 3 semaines qui symbolisent en vérité toute l'histoire du peuple juif. 2 destructions de temples, 4 exils. Et c'est à cette époque-là qu'il y a le Veldiv, etc. Oui, mais que disent les textes sur Tisha B'Av? Qu'un jour, Tisha B'Av deviendra le jour le plus joyeux de l'année. Comme Purim. Voilà. Le jour où on a voulu détruire les Juifs est devenu le jour le plus joyeux. Et nos maîtres nous disent que le jour de Tisha B'Av, au moment de la délivrance finale, sera le jour le plus joyeux de l'année. Pourquoi? Parce que l'obscurité n'est qu'un habit qui voile la lumière. N'oublions pas, en 45 on sort d'Auschwitz, en 48 on renaît sur notre terre. Ben ouais. Donc l'ordure qui a voulu nous éliminer, sans le savoir, il nous a précipité à nous reconstruire. Ouais, bon, je le dis d'une manière exagérée, mais lui, il n'en était pas conscient. Mais quoique, en 3 ans seulement, Israël renaît sur sa terre. Et en 72 ans, elle est devenue l'une des nations les plus puissantes sur le plan technologique, économique, etc. En 72 ans, et alors que pratiquement tous les ans, il y a une nouvelle guerre ou le terrorisme. Et un gouvernement comme celui-là, mais enfin, on a un gouvernement. Non, mais justement, vous, ça tombe bien tout ce que vous venez de dire, parce que du fait qu'on approche de la date d'anniversaire de la rafle du Veldiv, et que je suis là, et que je suis bien là, et que je ne suis pas morte, et que j'ai bien grandi, et que je suis en Israël, et que cette force, comme m'a parlé le Rav, je ne sais pas si j'en suis... Pourquoi elle est en moi, c'est pas moi qui peux donner la raison. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné le Meïra comme nom, parce qu'évidemment il y a la racine or à l'intérieur, lumière, qui était très 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 cachée. Moi, de ce que j'ai dans ma petite tête, c'est de vouloir que ce 16 juillet, qu'on va commémorer la semaine prochaine, devienne un jour de joie, au lieu d'être un jour de mort. Et je voudrais bien, moi, faire que ça soit ça, mais je ne sais pas comment faire. Mais toute l'obscurité deviendra, l'instaurer. Comme le dit le Balatania, le fondateur de la Chassidut Chabad, que toutes les obscurités de ce monde qu'a traversé Israël deviendront les plus grandes lumières de l'histoire humaine. L'obscurité elle-même deviendra la plus grande lumière. Oui. Voilà. Je peux faire quelque chose pour le 16 juillet, alors? Non, qui vont venir, si je suis toujours de ce monde, pour transformer ce jour du 16, de la rafle du Veldiv, en un jour non plus de mort, mais de joie. J'aimerais bien... Il faut y réfléchir, il faut voir comment on pourrait effectivement faire quelque chose. C'est ce que j'ai un petit peu dans ma petite tête, là. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci on va mettre fin à cette intervention et c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et ça nous a donné beaucoup de force, et tous ceux qui écouteront, certainement des milliers de personnes écouteront cette intervention. Et j'ajoute, et n'oubliez pas d'acheter mon livre. Parce que si vous voulez que je continue, d'ailleurs j'ai lancé la traduction en hébreu, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Ah non. Si,
Ben voilà, je me suis décidée, donc mon livre a commencé à être traduit en hébreu, et ça coûte très 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 cher, et la traduction, et l'imprimation, et l'édition, et surtout la communication, parce que je ne veux pas qu'il reste dans des tiroirs, ça demande beaucoup d'argent. Hein. Donc achetez mon livre, achetez mon livre, achetez mon livre. Merci beaucoup et à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.